Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de ce 13h. Le président de la République est en Chine depuis quelques jours. Accompagné de son épouse, le chef de l'État a visité hier la Grande Muraille, une construction militaire mise en place pour protéger la frontière nord de la Chine. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO comme valeur universelle exceptionnelle. C'est ce lundi que démarrent les épreuves écrites du BTS session 2018. Les épreuves lancées ce matin même par Albert Mabry-Touaqueus, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce sont plus de 44 000 candidats qui composent dans 33 filières différentes. Et puis, nous irons au Brésil, où un incendie s'est déclaré au Musée national de Rio de Janeiro. Un gigantesque incendie. Aucune victime n'est à déplorer, mais de grandes œuvres parties en fumée, notamment des collections de paléontologie comprenant un squelette d'un dinosaure, ainsi que le plus ancien fossile humain découvert au Brésil. Rendons-nous tout de suite à Beijing, où le forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert ce lundi matin en présence du président chinois et de la plupart des chefs d'État africains, dont le président Alassane Ouattara. C'est le 3e forum du genre depuis 2000, mais la Chine a mis l'accent sur cette édition alors que les intérêts économiques et diplomatiques chinois ne cessent de grandir en Afrique, où Beijing devient plus qu'un partenaire économique. Aujourd'hui, plus de 10 000 entreprises chinoises opèrent en Afrique. Nous y reviendrons plus en détail ce soir dans le 20h. Avant l'ouverture de ce forum, le chef de l'État était en visite d'État en Chine. Dans le cadre de cette visite, le président de la République s'est entretenu hier dimanche à Beijing avec le Premier ministre chinois Li Keqiang. Les échanges ont porté sur les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine, des relations qu'ils entendent renforcer. Et après cette audience, le chef de l'État, accompagné de la première dame Dominique Ouattara et des membres de sa délégation, a visité hier dimanche donc l'un des symboles de l'immensité de ce pays, la Grande Muraille, un site impressionnant qui accueille chaque année plus de 9 millions de visiteurs. Viviane Haïma y est allée aussi et c'est elle qui nous raconte. Vestige de l'histoire millénaire de la Chine, la Grande Muraille, que le président de la République Alassane Ouattara et son épouse sont allés visiter dans la matinée de ce dimanche, est un ouvrage gigantesque bâti au cours de 2000 années par les différents empereurs qui se sont succédés à la tête de l'Empire chinois. Le début de sa construction remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les monarques chinois voulaient de cette manière protéger leur territoire contre les attaques des envahisseurs situés plus au nord de leur empire. C'est un mur construit sur 8851 km et bâti en pierre de roche. Il est haut de 7 à 8 mètres avec une épaisseur de 5 à 6 mètres. Au bas du mur, une allée permettait aux soldats de l'Empire d'être en faction. Depuis 1987, la Grande Muraille de Chine est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le président de la République et son épouse ont visité le tronçon de la Grande Muraille situé au nord de Beijing. Visite culturelle pour le couple présidentiel ivoirien. Le président de la République n'a pas manqué de dire sa satisfaction pour l'ensemble de cette visite d'État. Vous savez, c'est la première fois qu'un chef d'État ivoirien visite la Chine. Bon, moi, j'en suis personnellement à ma 4e visite depuis mes différentes activités. Mais depuis que je suis président de la République, je suis venu d'abord en 2012 pour une visite officielle et cette fois-ci pour une visite d'État. Visiter la Grande Muraille est un privilège parce que vous savez, c'est une œuvre qui a pris des siècles, qui a des tonnes de pierres, qui comprend des milliers de kilomètres pour la protection pendant donc des siècles. Et c'est quasiment, je crois, 9 millions de visiteurs qui viennent par an, dont 8 millions de Chinois. Et il faut voir cette œuvre pour comprendre l'histoire de la Chine, la grandeur de ce pays et également sa volonté de perdurer à faire ce qui est nécessaire pour la protection de ce grand pays. C'est un lieu chargé d'histoire et la première dame et moi et la délégation, nous tenions à venir ici.
La visite d'État commencée le jeudi 30 août s'est achevée ce dimanche 2 septembre. Le lundi 3 septembre s'ouvre à Beijing le 3e sommet du Forum de coopération sino-africain, une rencontre à laquelle prendra part le président de la République. De la Chine à Tafiré, dans le département de Niakara. Sur place à Tafiré, pas de muraille, mais un hôtel de ville flambant neuf. Et l'ouvrage est tout aussi important pour les populations de la localité. Le bâtiment a été inauguré ce week-end par Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense, en présence de nombreuses autres personnalités, dont Kwadwo Aoussoujano, le président du Sénat. Charles Tatou, RTI Boaké. Tafiré, dans le département de Niakara, fait partie des localités ferroviaires du pays. Ici, une forte population rurale, très active dans diverses activités commerciales et agricoles. Pour donner à la petite ville un visage de commune de plein exercice, les autorités municipales viennent de l'équiper en hôtel de ville digne du nom. Une réalisation financée avec l'appui du gouvernement à hauteur de 140 millions de francs CFA. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, anciennement en charge des affaires intérieures et de la sécurité, très imprégné du dossier de cette réalisation. Normal donc de venir en personne à Tafiré pour l'inauguration de cet édifice. Une cérémonie riche en sons et en couleurs. Si la préfecture ou la sous-préfecture est la maison de l'État, la mairie, elle, est liée à la vie quotidienne du citoyen. À la suite du maire, le ministre d'État, ministre de la Défense. Entre les Koyaka et les Tagbana, on s'aime, et nos parents, ces jeux d'alliance, c'est pour nous montrer que nous sommes le même peuple, des peuples amis. Tout ce qui nous rassemble est bon, comme le RHDP, le rassemblement. Parce que le rassemblement, c'est bon pour chacun de nous, et c'est bon pour le pays. Mais la désintégration, la désunion, ce n'est pas bon, ce n'est pas une valeur positive. La cérémonie était aussi pleine de sens avec la participation de plusieurs élus et personnalités venues des autres régions du pays, dont le président du Sénat. Comme le président Alassane Ouattara et Charles Sanga et moi-même, nous sommes des enfants du rail. C'est pour cela que nous disons que nous avons la responsabilité de rassembler large. Qui dit rail, dit cosmopolitisme, dit tolérance, dit fraternité vraie. Don de véhicules à la gendarmerie locale, coupure de ruban et visite guidée des nouveaux locaux de la mairie ont mis fin à la cérémonie. C'est ce lundi que démarrent les épreuves écrites du BTS session 2018. L'on enregistre plus de 44 000 candidats qui composent dans 33 filières différentes. C'est le collège William Ponty de Yopougon qui a abrité ce matin le lancement officiel des épreuves. Lancement fait par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabritoakeus. Patricia Omouitia. Collège William Ponty de Yopougon, 7 heures. Le ministre et sa délégation sont déjà sur place. Vérification d'usage, épreuves scellées et sécurisées, consignes et instructions pour le bon déroulement des épreuves. 7h30, top départ. Mabritoakeus distribue lui-même les épreuves aux candidats. Il procède ainsi au lancement des premières épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS 2018. Les épreuves écrites se terminent le 8, donc je leur demande de se concentrer. Je suis sûr que ceux qui ont bien travaillé pendant l'année universitaire vont donc passer cet examen sans difficulté. Je leur souhaite plein succès. Dans ce centre, 809 candidats composent dans les filières de tourisme et hôtellerie, ainsi que transport et logistique. Nous avons 809 candidats répartis comme suit, 340 en tourisme et hôtellerie, et le reste est réparti dans les logistiques et transports. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons 2 sujets, principalement français, ce matin, et l'après-midi, l'anglais. De 14h à 17h, l'anglais. Tout se passe bien pour l'instant. 13 salles pour la filière d'hôtellerie et tourisme et 19 pour la filière de transport et logistique. Répartition par salle, environ 25 candidats. Des candidats sereins et concentrés. Quand ils ont rejeté la date, ils étaient stressés, mais au fur et à mesure que ça avançait, ça allait. C'est comme si, ils venaient à
un devoir. C'est quand ils ne voyaient pas mon note, j'étais un peu mélangée, j'étais troublée, mais ça va. Bien, je me sens très bien. Je ne suis pas stressé, puisque j'ai déjà fait ça. Ça me fait plus de 9 mois que je suis sur le banc, donc c'est pas aujourd'hui que je vais avoir le stress en moi. Les épreuves se déroulent dans le calme. Selon les surveillants, le brevet de technicien supérieur, BTS, met ainsi fin aux examens à grand tirage du système éducatif ivoirien. Et les vacances, c'est aussi fini. Lundi prochain, 10 septembre, les élèves reprendront le chemin de l'école. C'est la rentrée scolaire 2018-2019. Aujourd'hui, 3 septembre, les inscriptions démarrent jusqu'au 7 septembre à la maternelle et au CP1 sur toute l'étendue du territoire national. Nos reporters ont sillonné quelques écoles à Marcory et à Cocody et l'on note un début timide dans plusieurs établissements publics. Et sachez qu'avec ou sans extrait d'acte de naissance, les enfants peuvent être inscrits. Et quant aux inscriptions dans les lycées et collèges, elles ont démarré depuis le 18 juillet dernier et les retardataires ont jusqu'au 8 septembre pour s'inscrire. C'est une nouvelle qui devrait réjouir les élèves de Tienkwakro dans le département de Kounfao. Fini les longs trajets pour se rendre à l'école. Ils bénéficient désormais d'un collège de proximité, une réalisation du Conseil régional du Gontougo qui dit ainsi soutenir les efforts du gouvernement dans le système éducatif. L'ouvrage a été inauguré récemment par Jenaka Awele, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, en présence de notre reporter Herman Yamia. La réalisation du collège moderne de Tienkwakro dans le département de Kounfao, inauguré officiellement ce jour par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, est la matérialisation de l'engagement du Conseil régional du Gontougo de doter chaque sous-préfecture de la région d'un collège de proximité. À travers la construction du collège moderne de Tienkwakro, qui porte désormais à 5 le nombre de collèges de proximité construits dans la région, le Conseil régional du Gontougo veut rapprocher les structures de formation des apprenants afin de freiner les grossesses en milieu scolaire et aussi les mauvais résultats scolaires. Les élèves, surtout les jeunes filles, lorsqu'elles sont éloignées de leurs parents, elles ne peuvent plus tenir le coup. Elles n'ont pas la possibilité de trouver à manger pour faire face à leurs besoins quotidiens. Elles sont obligées d'abandonner l'école. Le parrain de la cérémonie, le ministre Akawele, qui a lui-même une bonne expérience des collèges de proximité, parce qu'étant le président du conseil régional du Sud-Comoé depuis plusieurs années, n'a pas manqué d'encourager ce genre d'initiative. Aujourd'hui, les enfants entrent en 6e à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, donc sont trop jeunes pour les éloigner de leurs parents. Donc, une des conditions pour espérer que ces enfants fassent de bonnes études, c'est qu'ils soient dans leur milieu jusqu'à un certain âge avant de s'en éloigner. D'un coût global de 200 millions de francs CFA, le collège moderne de Tienkwakro dispose de 3 bâtiments de 3 salles de classe chacune et d'un bâtiment administratif. Depuis son ouverture en 2016, cet établissement d'un effectif de 261 élèves a obtenu de bons résultats scolaires. En fin d'année, le niveau 6e a enregistré un taux d'admission de 80% et 79% pour le niveau 5e. Malgré ces résultats satisfaisants, le collège est confronté à des difficultés. L'école est encore inachevée, nous n'avons pas d'électricité, ce qui crée un problème énorme pour le traitement des textes. Il n'y a que 3 professeurs bivalents. 3 professeurs bivalents, même si on considère que chacun fait 2 matières, les autres matières ne sont pas enseignées. Nous sommes obligés de faire appel souvent à des vacataires et vous comprenez que cela coûte vraiment cher. Le président du conseil régional du Gontougo souligne que d'autres actions seront encore menées afin de faciliter le bon fonctionnement de cet établissement. Les élèves de Bayekoubassi, village situé dans le département de Gagnoa, eux aussi auront leur nouvelle école. Ils devront juste patienter quelques mois. La fondation Magic System, qui en est donatrice, vient de procéder à la pose de la première pierre de l'établissement, qui en plus de ses 6 classes, aura en son sein une bibliothèque et une cantine. Issa Chonayeo. Bayekoubassi, village situé dans le département de Gagnoa, bientôt doté d'une école primaire de 6 classes, d'une bibliothèque et d'une cantine scolaire. Ce don est un engagement pris par le groupe Magic System lors de la 10e édition du FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anumambo. La pose de la première pierre de cette école a lieu en présence des cadres et autorités administratives. Ce que nous ne réalisons pas encore aujourd'hui, c'est que cette école-là va nous transcender et restera après notre départ. L'État central ne peut plus tout faire, il faut qu'il soit accompagné.
des populations elles-mêmes, à travers ces interventions, à travers ces cadres-là qui œuvrent pour le devenir de leurs parents. Depuis quelques années, le groupe Magic System, après chaque FEMUA, offre une école à une région de la Côte d'Ivoire. Assalfo, lead vocal du groupe, explique les raisons du choix de Bayokoubassi. J'ai vu le respect dans lequel cette demande a été inscrite, parce que quand je vois toute une mutuelle se déplacer à la Fondation Magic System avec tous les cadres de cette mutuelle pour venir de manière officielle soumettre cette demande, alors que l'accord avait été déjà donné, ça prouvait le sérieux et la volonté de cette mutuelle de vraiment offrir une école à ces populations. Selon les prévisions de l'entrepreneur, les travaux de construction de l'école primaire de Bayokoubassi vont s'achever dans 6 mois. L'établissement sera livré avant le 12e FEMUA prévu en avril 2019. Un tournoi de football a mis fin à cette pose de première pierre de l'école primaire de Bayokoubassi. Nous sommes lundi 3 septembre, la date à partir de laquelle vous pourrez, si vous le voulez, changer d'opérateur de téléphonie mobile tout en conservant votre numéro. L'idée semble invraisemblable et pourtant c'est possible à partir d'aujourd'hui. Cela s'appelle la portabilité et elle vise une amélioration des services proposés par les opérateurs pour une meilleure qualité du réseau téléphonique. Les précisions de Mahama Traoré. La téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, c'est plus de 32 millions d'abonnés répartis entre 3 opérateurs. Dès ce lundi 3 septembre, il sera désormais possible pour chacun de ces abonnés de changer d'opérateur, mais tout en conservant son numéro. Cette opération, dénommée la portabilité, est conduite par l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire. La qualité de service est souvent décriée. Ceux qui le signalent, c'est parce qu'ils sont peut-être dans des réseaux qu'ils trouvent mauvais. Mais comme ils peuvent changer, tous les opérateurs ne sont pas les mêmes. Comme ils ont le droit de changer, ça veut dire qu'il y aura, je pense, moins de plaintes. Et aussi, les opérateurs seront obligés de faire plus d'efforts pour être à de bons niveaux, et de sorte que les consommateurs soient toujours satisfaits. Changer d'opérateur, mais à quelles conditions? Qu'il soit abonné prépayé ou post-payé, l'abonné doit au préalable être identifié, avoir reçu ou émis des appels et des SMS depuis plus de 60 jours, ne pas avoir changé d'opérateur lors des 60 derniers jours ou encore ne pas être en contentieux pour impayé avec l'opérateur dont on souhaite se séparer. Le délai, normalement, vous avez 24 heures pour pouvoir réaliser l'opération. Mais une fois que tout le process est quasiment achevé, disons en 1 heure de temps, normalement, vous pouvez réaliser disons, l'opération et être en portage. Hormis le montant de la carte SIM du nouvel opérateur, la portabilité ne coûtera rien à l'abonné. Mais nous allons insister pour que les opérateurs fassent de sorte qu'on puisse identifier. Donc il va y avoir peut-être des SMS ou des messages en ligne, des informations qui permettront à ces utilisateurs-là de savoir où ils se trouvent. La RTCI rassure également que tout numéro de téléphone porté conserve le compte Mobile Money associé et le solde disponible. Venons-en maintenant à l'inauguration des projets sociaux communautaires à impact rapide à Assouvoué-Kwamekro. C'est dans la commune de Sakassou. Ce sont 200 millions de francs CFA qui ont été investis par le Fonds national de solidarité. Mariatou Koné, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, invite les Ivoiriens à la paix et à la concorde. Le reportage de nos confrères de RTI Boaké. Assouvoué-Konakro, commune de Sakassou, première étape d'une série d'inaugurations de projets sociaux communautaires à impact rapide, d'où la présence des représentants d'Assandré, Blé, Boniré-Dougou à Assouvoué-Konakro. Au total, cette infrastructure réalisée ou réhabilitée à hauteur de 200 millions de francs par le Fonds national de solidarité. Pour la ministre de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, aucun développement n'est possible sans la paix, appelant de ce fait les Ivoiriens à la solidarité. Mariatou Koné invite ses compatriotes à mieux partager le destin commun que tous devons assumer. En tirant les leçons de notre passé récent,
Nous devons apprendre à faire la politique autrement pour préserver la paix sociale, pour préserver la vie, l'avenir et le devenir de notre cher pays. Nous sommes capables de bâtir une nation plus fraternelle et plus solidaire si nous mettons l'intérêt général au-dessus de tous les intérêts égoïstes, claniques ou partisans. Justifiant l'appui des systèmes des Nations Unies à la Côte d'Ivoire, Ouattara Peyogori a indiqué que la consolidation de la paix et le processus de développement assurent le bien-être aux populations. Les ministères techniques impliqués dans la réalisation de ces projets ont apprécié à sa juste valeur l'apaisement du climat social et les actions communautaires inclusives pour l'amélioration des conditions de vie des populations. 12 victimes ou ayant droit ont reçu des chèques ou des prises en charge médicales. Kofi Eugène, président de la mutuelle du village, a traduit la solidarité et la reconnaissance des bénéficiaires au gouvernement ivoirien. D'environ 20% en 2011, le taux de couverture en électrification rurale de la région de l'Indénié-Djuablin a dépassé la barre des 95% aujourd'hui. Et les appétits sont aiguisés. Le Conseil régional veut pousser ce taux de couverture à 100% avant 2020. Ces mots sont du ministre Pascal Kwaku Abinan, président du Conseil régional. C'était lors de la mise sous tension du village de Amnan-Koukro dans le département d'Abengourou. Le témoignage de Mamadou Kwasi. Déscolarisé depuis 5 ans, Richard s'est trouvé comme activité principale la coiffure, une activité qu'il exerce dans son village, à Amangouakro, dans la sous-préfecture d'Annesué. Depuis quelques jours, les activités de Richard connaissent une évolution. Avant, je coiffais à la lame. Maintenant, comme le courant est venu, je suis passé à la tondeuse. J'ai constaté que la tondeuse, ça passe vite. La connexion de ce village au réseau électrique national, un axe de développement qui profite à toute la population de ce village du département d'Abengourou. Avant, on ne devait pas sur ventilateur, mais aujourd'hui, là, ça passe. On n'a plus de problème à charger les téléphones. En tout cas, c'est bien. La cérémonie de mise sous tension de ce village s'est déroulée en présence du ministre Pascal Kwaku Abinan, président élu du conseil régional Indénié-Djuablin. Sa présence pour marquer la réalisation d'un rêve vieux de plus de 60 ans. À l'occasion, il a rappelé les actions de développement menées dans la région de l'Indénié-Djuablin grâce au président de la République, Alassane Ouattara. On a construit les écoles primaires, les écoles maternelles. En 5 ans, on a construit 5 collèges de proximité. Nous avons offert plus de 12 ambulances dans les centres de santé et même à l'hôpital général de Bétier, d'Aïmblekro et au CHR d'Abangourou. Je crois qu'on peut applaudir son Excellence le Président de la République. Le ministre Pascal Kwaku Abinan souligne que la connexion de ce village au réseau électrique national améliore le taux de couverture qui est de plus de 95%. Au moment où j'arrivais à la tête de la région, les villages qui étaient électrifiés, ça faisait moins de 20% de tout le total des villages de la région. Au moment où je vous parle, nous sommes à un taux de couverture de 95%. Il reste quelques villages où les travaux sont en train d'être faits. Après l'électrification rurale, suivront d'autres activités prises en compte par le conseil régional en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Les populations satisfaites des projets ont traduit leur reconnaissance au ministre Pascal Kwaku Abinan, président élu du conseil régional d'Indénié-Djuablin, ainsi qu'au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions de développement dont bénéficie leur département. Des sentiments exprimés à travers des pas de danse du terroir. Direction Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La ville a désormais des feux tricolores à ses principaux carrefours. L'objectif est bien d'améliorer la circulation dans la ville et réduire ainsi le nombre d'accidents. Et l'initiative réjouit les usagers. Diokwe est une localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les accidents de la circulation sont fréquents dans cette ville. Et justement, pour réduire ces accidents de la route, des feux tricolores sont installés au niveau des grands carrefours de la ville. Il s'agit par cet acte de réguler de façon efficace la circulation. Au feu rouge, on nous oblige déjà à garer les piétons, d'attendre aussi notre part à ce que le feu soit vert pour que nous aussi on arrive à circuler. Donc nous serons obligés à ce qu'on accepte cela. Parce que si nous n'avons pas accepté, on laisse les piétons passer au feu rouge,
Les accidents ne vont pas cesser. Des feux tricolores dans la ville de Djokwe à la grande satisfaction des usagers de la route. Le feu tricolore, c'est un atout et puis c'est bienvenu parce que ça réduit un peu les accidents, les accrochages dans la ville. L'installation des feux tricolores dans la ville de Djokwe est une initiative des autorités municipales. C'est depuis 2015 que j'ai initié ça et aujourd'hui nous arrivons au terme de notre ambition au niveau des feux tricolores. Un projet qui a coûté plus de 180 millions de francs CFA. Plusieurs centaines de chrétiens catholiques ivoiriens ont pu, cette année encore, effectuer le pèlerinage à Fatima et à Lourdes, un pèlerinage entièrement financé par l'État. On en parle avec Hugues Weblé. Le pèlerinage catholique du mois d'août, avec ses découvertes et son parcours de plus de 2500 km, n'aura pas dérogé à la règle du circuit marial. On va au pèlerinage pour prier. Et les lieux que nous visitons, c'est des lieux qui sont marqués par la présence d'une divinité. Le sanctuaire Notre-Dame de Fatima, lieu des 6 apparitions de la Vierge Marie aux 3 petits bergers en 1917, à Justrel, leur village Santarem, le lieu de miracles eucharistiques où l'on rapporte que le Seigneur fut visible, Nazareth, au programme de ces étapes du Portugal, entre autres processions mariales, prières personnelles ou spéciales pour la paix en Côte d'Ivoire. Dans ce sanctuaire consacré au Très Saint Sacrement, nous prions Dieu de bien vouloir avoir pitié de nous et de nous faire grâce de sa paix. Ça a été un moment d'intense prière, de prière pour nous-mêmes, prière pour nos parents, prière pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Cap ensuite sur Lourdes via Burgos. Chaque année, près de 6 millions de pèlerins prient au plus grand centre de pèlerinage catholique français, édifié là où l'Immaculée Conception apparut à Bernadette Soubirous en 1858. Ici, les pèlerins ivoiriens assistent à la messe internationale de l'Assomption avant de visiter Nevers, le lieu de naissance de Bernadette Soubirous, où repose son corps intact dans la chapelle Saint-Gildard. Ce sera ensuite Lisieux, sur les pas de Sainte Thérèse canonisée en 1925. Quand on marche sur les pas de la Vierge Marie, avec toutes ces explications, on est convaincu de ce que la Vierge Marie est à nos côtés au quotidien. Et je profite de votre micro pour remercier le président de la République qui a bien voulu autoriser, accorder ce pèlerinage. Ça a été une très belle expérience et j'irai porter tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai entendu et partager toutes les grâces que j'ai reçues à mes proches. La Direction générale des cultes nous a confié un certain nombre de pèlerins. Il fallait les mettre dans les meilleures conditions pour se tourner vers Dieu et prier de tout leur cœur. C'est dans un élan commun que tout le monde a prié pour la Côte d'Ivoire et c'est notre satisfaction. Au total, 14 jours de communion vers l'intimité de Jésus-Christ que ne manqueront pas de rappeler aux pèlerins les parchemins reçus, un cheminement qu'ils n'oublieront pas de sitôt, soutiennent-ils tous en cœur. Nous allons terminer ce journal avec l'actualité internationale. C'est l'actu en bref. Depuis plus d'une semaine, le Kenya intensifie sa lutte contre l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, accuse les clandestins de prendre le travail des Kenyans et de commettre des crimes dans le pays. Le gouvernement entend expulser tous ces migrants illégaux d'ici le 30 novembre prochain. Un énorme incendie a ravagé dimanche le musée national de la capitale brésilienne. Aucune victime n'a été signalée pour l'heure. L'incendie d'origine toujours inconnue a ruiné 200 ans de travaux de recherche et de connaissances. Le musée national compte parmi les musées les plus anciens et prestigieux du Brésil, avec une multitude de pièces de valeur. 2 journalistes birmans de l'agence britannique Reuters, qui avaient enquêté sur un massacre de musulmans Rohingyas par l'armée en Birmanie, ont été condamnés ce lundi à 7 ans de prison pour atteinte au secret d'État. Ce verdict intervient dans un contexte de grande tension entre la Birmanie et la communauté internationale. L'ONU demande leur libération.
Avant de refermer complètement ce journal, je vous ramène à Beijing où le forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert ce lundi matin en présence du président chinois et de la plupart des chefs d'État africains, dont le président Alassane Ouattara. C'est le 3e forum du genre depuis 2000, mais la Chine a mis l'accent sur cette édition alors que les intérêts économiques et diplomatiques chinois ne cessent de grandir en Afrique, où Beijing devient plus qu'un partenaire économique. Aujourd'hui, plus de 10 000 entreprises chinoises opèrent en Afrique. Nous y reviendrons, bien entendu, dans le 20h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci.